Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de La Grange Rodéo Max. Cette semaine, épisode spécial enregistré en direct du bar Le Rebelle à Saint-Perpétue. S'il vous plaît, je vous demanderai d'aller liker la page Facebook du podcast. Donc, juste écrire sur Facebook, espace Grange, espace Rodéo Max. Sur la page, il y a toutes les entrevues, il y a aussi les liens pour aller sur Spotify, les liens pour Apple Podcasts, Google Podcasts, puis il y a aussi les instructions si vous n'avez pas tout ça, si vous voulez aller sur un site Internet pour l'écouter. Aussi, je vous demanderais, si possible, d'aller liker ma nouvelle page YouTube. Même chose, espace Grange, espace Rodéo Max. Puis, je vous invite à aller liker la page de notre invité de cette semaine, Dominique Roy. Sa page de professionnel s'est rendue Dominique espace Roy espace Rodéo espace Bullfighter. Bonne écoute. Donc, bienvenue tout le monde à cet autre épisode de La Grange Rodéo Max. Cette semaine, encore une fois, un autre épisode que j'avais très, très, très hâte d'enregistrer. C'est avec mon ami Dominique Roy. J'avais hâte, ça fait très, très longtemps que, avant même le début des podcasts, que je l'achalais pour faire une entrevue ensemble. Dominique est une personne qui peut être difficile d'approche un peu, que si tu le connais pas, il ne sera pas la personne qui va aller te faire la grosse conversation et tout. Mais un coup que tu viens qu'à le connaître, il est quelqu'un de très jovial qui va s'intéresser à toi puis qui va vouloir avoir beaucoup de fun. Moi, je voulais montrer cette personne-là à travers une interview. Je pense qu'on a beaucoup de matériel à parler sur lui, beaucoup de choses que le monde ne sont peut-être pas au courant. Tu sais, Dominique il est bullfighter au Festival Western de Saint-Tite, bullfighter pour Wild Time, pour l'équipe de rodéo du Québec. Mais j'ai beaucoup de choses que j'ai appris sur lui à travers le temps, puis qui font que je pense qu'il mérite d'être connu. Donc, voilà. Dominique, bienvenue à La Grange Rodéo Max. Merci, merci. Puis, t'as entendu ce début-là. Toute une intro. Tout un intro, hein, c'est pas Ouais. pire. Hein? Mais je suis une petite bête attachante, dans le fond. Ouais. Dominique, tu viens d'où? Natif de Montréal, plus précisément. Pour vrai? Ouais. Villemort, Ville-la-Salle, les coins durs. Pour vrai? Ouais. Tu vois, c'est ça qui est drôle avec toi. On va commencer de même. Tu sais, oui, je connais plein d'affaires sur toi que pas grand monde connaisse, mais il y a plein d'affaires que j'avais hâte de faire cette entrevue-là parce que ça donne l'occasion de te poser des questions durant la conversation puis tout. Puis non, ça commence bien. Je savais pas que tu étais un Montréalais d'origine. Oui, mes parents restent encore là. OK. J'ai tout passé mon enfance là, mais mon école primaire, mon école secondaire, puis c'est après ça que j'ai bifurqué, puis je suis parti dans le monde de la campagne et des cowboys. OK, parce que c'est ça, c'était l'autre question qui allait suivre. Les cowboys, c'était pas quelque chose qui était dans ta famille, ni rien. Non, c'est zéro familial. Mes parents puis mon frère, j'ai un frère, sont zéro là-dedans. OK. C'est vraiment, c'est par l'entremise d'une personne de ma famille, une tante, que ça a commencé dans OK. les chevaux de trait en étant tout jeune. J'ai travaillé pour un de ses copains qui justement, il y avait des Belges, des chevaux de trait. OK. Puis ça a là, dans le monde des chevaux, ça a commencé comme Ouais. ça. Après ça, dans les ranchs, j'ai commencé à travailler dans des ranchs en étant à 14-15 ans. Ah oui? Ouais, OK. étant guide à cheval. Moi, c'est le monde des chevaux qui m'a fait connaître le rodéo. OK. Mais j'ai vraiment accroché. Là, ça s'est devenu une passion. T'étais guide à cheval Oui, dans... ouais, j'étais guide à cheval. Puis après ça, c'est là qu'on a connu, il y avait les rodéos amateurs au Rodéodrome. OK. Il y a plusieurs années. Ouais. Là, puis ça a commencé là. On allait là les vendredis, les samedis soirs, là, dépendamment. Je me souviens plus exactement c'était quelle journée, mais Ouais. on a connu le rodéo. Puis un moment donné, j'ai décidé que je voulais l'essayer. Moi, j'ai commencé comme monteur de taureaux sauvages. Ouais, c'est ça. Parce que toi, c'était pas le boulot. Tu vois, on jasait un petit peu juste avant, puis
Il me semblait me rappeler que c'était le roping que tu avais pratiqué. Tu étais bull rider. J'étais bull rider, ouais. J'ai commencé. C'est vraiment le bull riding qui m'a initié au. OK. Tu avais quel âge quand tu as commencé? Le bull riding, je crois que j'avais 17 ans. OK, OK. 17 ans, j'ai commencé une première clinique avec Steve Anderson, là, quand il donnait des cliniques dans le temps. Là, c'était pas mal le pilier des bull riders au Québec là, dans ce temps-là. Puis j'ai fait 3 ans de bull riding, mais la dernière année, j'étais un peu... Je commençais vraiment à être comme attiré ou par le... Ça avait l'air de quoi quand tu commençais? T'avais-tu le talent qu'on connaît Dominique Roy Bullfighter? Ou j'ai pas démarqué autant. Là. C'est sûr que même ma carrière n'a pas été aussi longue non plus. Dans ce temps-là, il y avait un petit peu moins de rodéo. Ouais. Je dis pas que j'avais... J'ai déjà réussi à classer, j'ai déjà réussi à gagner des rodéos. Okay. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Je pense que s'il y avait eu plus de rodéos, si j'aurais comme continué, persévéré là-dedans, peut-être que j'aurais débloqué quelque chose, là, mais je veux dire, c'était j'appelle ça correct, mettons. C'était correct, ma carrière de bull riding. Sauf que c'est ça. La dernière année, j'étais attiré par le bullfighting. Je voulais peut-être essayer ça. J'avais suivi une première clinique, puis tout le kit. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé qui m'a fait... C'est qui donnait cette clinique-là? Bien, la première clinique, je pense... Là, ton monde le bout, ouais. Je ne sais pas si c'était Wayne Chaussé ou son frère. Okay. C'était dans le temps du Rodéodome. C'était pas... c'est sûr que c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Non, mais... Okay. Mais ça, c'était la première, mais c'est pas... C'était-tu Wayne Chaussé qui bullfightait dans ce temps-là? Ou les non, je pense pas que c'était Wayne. Je pense que c'était son frère. Je pense que c'était Gary dans ce temps-là qui avait le Rodéodome, qui était comme... Il y avait des ports dans le Rodéodome. Je me souviens plus trop. Là, ça remonte trop longtemps, mais il me semble que c'était dans... Mais ça, ça n'a pas été la clinique qui m'a vraiment initié au bullfighting, qui a lancé ma carrière. Il y a eu une autre clinique par après que là... c'est là que ça a vraiment développé. Qui était? La première clinique que j'ai suivie au Festival Western de Saint-Tite, avec Jason Davidson. Ça, c'était le... Je connais pas. Ça. Jason Davidson, c'est un grand nom dans le monde du rodéo de l'Ouest canadien. C'est un bullfighter canadien qui était dans l'Ouest dans le temps, puis il a quand même eu une très belle carrière, puis il était venu donner la clinique à Saint-Tite. C'est là que ça a vraiment démarqué. Là. Est-ce que tu as eu le déclic... un peu comme on entend parfois les bull riders qu'après leur ride, ils veulent jouer avec les bœufs un peu. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que ça correspond un peu à toi? Ben, moi, j'étais attiré par ça. Fait que c'est sûr que quand c'est le métier que je voulais faire, c'est sûr que tu essaies de performer du mieux possible. Mais avec cette clinique-là, j'avais un petit peu plus d'expérience dans le monde du rodéo. C'était 3 jours de clinique, puis justement, je pense que je l'ai déjà expliqué dans d'autres réseaux sociaux, là, mais à la fin de la clinique, Jason Davidson, il donnait des cartes signature avec ses commanditaires. C'est comme un petit cadeau qu'il donnait à tout le monde. Là, c'est le fun d'avoir une belle photo pour accrocher. Puis tous les élèves dans le monde du bullfighting, c'était tous des petits commentaires genre continue le beau travail, belle amélioration, toute le kit. Puis moi, quand il m'a donné ma carte, je l'ai encore chez nous encadré, puisque ça a vraiment été un déclic. C'était marqué « Make it your life », faisant ta vie. Parce que cette fin de semaine-là, je l'avais vraiment... Je sais pas, j'avais le cow sense qu'on dit. Je performais bien. On dirait que j'étais capable de lire, d'anticiper. Il avait vraiment aimé ce qu'il avait vu. Puis à partir de là, j'ai vraiment décidé, je veux vraiment lancer ma carrière. OK. T'avais-tu déjà... Par la suite, t'as-tu déjà bullfighté avec lui? Non, j'ai jamais bullfighté avec Jason Davidson. J'ai jamais eu cette chance-là. Mais j'ai été, quand il a pris sa retraite, j'ai comme suivi, comme Jason, on le connaissait ici au Québec, on le connaissait, il a déjà travaillé le Festival Western de Saint-Tite. Puis j'ai comme été un peu le suivant. J'ai comme rentré un peu dans les spots tout de suite après, là, ou pas trop longtemps après, mais non, j'ai jamais eu cette chance-là de bullfighter avec. Tu fais quoi dans la vie sinon? Moi, présentement, je suis mécanicien technicien de remorque cryogénique. OK. Ça fait quoi? On fait l'entretien, on s'occupe du transport de remorques qui transportent de la cryogénie. Fait que c'est de l'azote liquide, de l'oxygène liquide, de l'argon, de l'hydrogène. On a des remorques de CO2 aussi. OK. Tu fais-tu du transport aussi ou t'es vraiment... Non, moi je fais pas le transport. J'ai mes classes. Là. Ça arrive qu'on a besoin d'aller sur la route des fois pour soit dépanner ou des projets spéciaux. Mais non, en général, je fais pas vraiment de transport. Là. Je suis vraiment mécanicien technicien. OK. Est-ce que ce genre de métier-là ou ce genre de compagnie-là a aidé à ta carrière de bullfighter?
Aider, ça serait un gros mot. Mais oui, aider dans... En termes de temps, Je de pense que congé, ouais, c'est ça. Je pense, oui, ça allait aider parce que ça allait aider en termes de liberté. Tu sais, ils m'ont donné une liberté pour que je puisse monter ma carrière, que je puisse voyager, que je puisse prendre des semaines, des journées off. Fait que c'est sûr que oui, ils ont aidé, ils ont contribué sans trop le savoir en même temps. Mais oui, Ouais. en me laissant la liberté de... J'imagine que, surtout dans les derniers 10 ans, mettons, avec la renommée que le Festival Western amène, il devait être au courant jusqu'à un certain degré de ça, puis ça devait aider à demander un congé pour X ou etc. Oui, mais un peu la vraie histoire, c'est quand j'ai commencé pour cette compagnie-là, j'étais à mon compte. OK. Je travaillais comme service routier dans ce OK. temps-là, comme Je savais pas. mécanicien diesel. Fait que c'est sûr que j'ai commencé à travailler pour eux autres en sous-traitance à mon compte, puis en étant à mon compte, ben, je faisais mes propres horaires. Ouais. Fait qu'ils ils m'ont connu comme ça, ils se sont habitués comme ça. Puis après ça, après une couple d'années, là, j'ai fait la transition. Ils ont voulu m'engager, ils m'ont fait une bonne job. Fait que j'ai accepté, je l'ai essayé, puis depuis ce temps-là, je suis pour eux autres. Mais tu sais, OK, ils m'ont connu avec Dès le début, ça a été ça. le métier de bullfighter, le liberté. bullfighter qui se promène, la liberté. Fait qu'ils ont comme... C'est sûr que c'est donnant-donnant. Là, ils me donnent des libertés, mais quand ils ont besoin aussi, eux autres, des affaires spéciales, mais j'essaie pas de les récompenser, mais de dire oui puis d'accepter parce que je veux, Tu veux le être retour en de bon terme. balancier, C'est ouais, ça, ça. exactement. OK. Donc, ça a été comment tes débuts dans les rodéo? Tu dis que tu as suivi l'école de rodéo. Est-ce que tu parlais que tu as pris un peu la place de ce gars-là au Festival Western? Est-ce que ça a été... Avant ça a été quoi tes premières expériences rodéo? Est-ce que ça a été le rodéo Dome que tu parlais? Est-ce que ça a été... moi, je t'avais déjà entendu parler de rodéo à Quaticook avec Joe Gauthier et Claude Binette. Oui, ben, je veux dire, en étant bullfighter, je veux dire, c'est un bullfighter, tu vas travailler où est-ce qu'ils veulent bien t'engager, puis où est-ce qu'il y a des bons rodéos. Mais début, on remonte là longtemps. J'essaie de donner des informations assez précises, mais en même temps, c'est vague. Mais mes débuts ont été avant Claude, là, avant mon partenaire Claude Binette, ça a été avec Clément Meunier. Puis c'était comme l'ACEC, mais je pense dans ce temps-là, c'était l'ACRQ. Okay. Association des Cowboys de rodéo du Québec. Je commençais à bullfighter. Mon partenaire, c'était Éric Rouillé. C'est avec lui que j'ai commencé ma carrière, qui est maintenant juge aujourd'hui, qui était un excellent bull rider aussi. Ça a commencé comme ça, mais c'était dans les rodéos de Clément Meunier que j'ai commencé ma carrière. Puis après ça, ben là, ça a déboulé avec... le rodéo a pris son expansion aussi. D'autres productions de rodéo se sont créées. Puis on remonte de plein de bouts. On remonte un boulomètre, mais... à part Rouillé, qui est-ce que tu as eu comme partner à travers les années? Je te dirais que j'en ai eu plusieurs. Parce que j'ai tellement roulé ma bosse de ce carrière-là longtemps. Name drop, pense à ça. J'essaie. Il y a eu Éric, après ça, il y a eu Hugo. Hugo Camiran, me semble, son nom. Il y a eu Claude Binette, il y a eu... je me souviens des récents parce que... Claude, c'était un bon bullfighter qui est devenu un très bon ami, partner, parce qu'on a travaillé beaucoup d'années ensemble. Vous avez travaillé beaucoup ensemble, puis vous aviez des styles différents, mais qui se complétaient bien. Qui se complétaient exactement. Puis on avait une belle chimie de chum, de brotherhood, comme on pourrait dire. C'était vraiment génial. Puis même encore, justement, dernièrement, j'ai été souper avec, puis c'était vraiment le fun de le revoir, puis toute l'équipe. Mais... avant ça, il me semble que c'était Hugo. Il y en a eu... J'essaie de me rappeler les bullfighters qui ont moins resté un certain nombre de temps. C'est sûr qu'il y en a des fois que c'est in and out de vraiment peu de temps, là, un peu comme toi, je te dis. Hey, je suis encore là! Mais sinon, c'est ça. Sinon, les derniers... Mais dépendamment de ce qu'on va avec, j'ai eu plein de partenaires parce que si tu travailles ici au Québec, dans telle production, si tu vas dans l'Ouest canadien, c'est d'autres partenaires. Tu vas aux États-Unis. J'ai déjà fait des compétitions avec, je me souviens plus de son nom, Smith. Timmy? Non, c'était pas des gars. C'est des gars que personne ne connaît ici, mais c'est un bon bullfighter avec. J'avais fait une compétition un peu aléatoire aux États-Unis avec lui. On avait fini 3e. C'était vraiment sharp. Mais tu sais, j'en ai connu plein. Puis c'est de même, je pense que tu grimpes ton expérience aussi. C'est en voyageant. Le rodéo, c'est ça. C'est qui tu connais. Tu te promènes, tu t'apprends, tu t'en prends, t'en laisses. C'est l'expérience de plein de bullfighters partout. C'est qui tes idoles ou tes modèles d'un bullfighter? J'en ai plusieurs. Tu sais, moi, ça fait longtemps un peu que
que je parcours, je parcours le monde du rodéo. Fait que c'est sûr que si on remonte le plus longtemps, moi, un de mes idoles, peut-être qu'aujourd'hui, en 2020, le monde connaisse un peu moins, mais c'était Rob Smith. Je suis pas mal sûr que Rob Smith est encore pas mal connu. C'est une grande légende de tout ça. Puis lui, je l'ai tout le temps aimé pour qu'est-ce qu'il dégageait, sa détermination. J'ai eu la chance de le rencontrer aussi, de passer une fin de semaine avec. C'est ça, tu as été faire une école de rodéo. Une école de rodéo pour avoir les cartes, nos cartes PRCA. Ouais. C'était le seul moyen. Il fallait être approuvé par un bullfighter qui a fait les NFR et toute l'équipe. Fait que j'avais été suivre le week-end là-bas. Puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun d'être avec des légendes comme ça. C'est sûr que dans ce temps-là, eux autres étaient à la retraite. Là. C'était Rob Smith puis Miles Hare qui donnaient la clinique. Fait que là, tu étais avec deux grandes légendes de rodéo. C'était génial. Si on reparle un peu plus d'aujourd'hui, 2020, mettons, là, moi, je suis un grand fan de Jesse Byrne, un Canadien. C'est un gars que j'ai bullfighté avec. C'est un gars que j'ai eu des bons rodéos avec. Puis il a roulé sa bosse. Là, il est rendu dans la PBR, la grosse ligue. Ouais. Fait que c'est vraiment génial, mais il y en a plein. Cody Webster, un bullfighter extraordinaire. C'est fou comment le talent qu'il a tout jeune. Puis je pense que c'est un des plus jeunes qui a réussi à performer dans toutes les plus grandes finales du monde. Il a du talent, il vit que de ça, mais ce gars-là, il respire de bullfighting puis de taureau. Fait que je pense que c'est qu'est-ce que ça prend aussi pour aller si loin. Mais fait que j'en ai plusieurs, mais en gros, eux autres que j'ai nommés, c'est peut-être eux autres qui me marquent le plus. Là. Des fois, on reçoit des quotes, des expressions qui viennent de nos idoles. Quelle expression que tu aimes le plus venant d'un idole? J'ai l'impression que tu as une idée en arrière de la tête. Des fois, je dis que je sais où je m'en vais, puis je pose des questions que je connais les réponses. J'ai une expression que je me suis déjà servi pour plusieurs reprises, puis surtout quand je donne des cliniques de bullfighting aux élèves, parce que ça peut, quand tu commences là-dedans, ça peut être assez impressionnant, là, faire affronter des taureaux agressifs qui pèsent 1500 livres, tout en muscles. Fait que il y a une légende aussi là, que je n'ai pas nommée, mais Rex Dunn qui avait déjà dit, qui avait enseigné en anglais, là, il disait que « A bull is a bull, he's only as bad as you make him ». Ouais. Fait que je trouve que c'est une belle expression, puis je trouve que c'est une belle expression pour le rodéo, mais un peu tu peux t'en servir pour n'importe quoi. C'est ta perception de comment toi tu le perçois. Un taureau, ça peut être extrêmement dangereux, mais c'est parce qu'il y a un nom, parce qu'il est déjà arrivé des accidents avec ce taureau-là, parce qu'il est agressif, mais c'est ta perception à toi. Si tu ne le laisses pas rentrer dans ta tête, puis tu as une perception que c'est un taureau comme un autre, tu vas le travailler comme un autre, puis c'est là que tu vas bien t'en sortir. Oui, c'est ça. Puis ne serait-ce que quand tu commences, c'est comme hey, lui, il a des grosses cornes. C'est ça. C'est une belle expression. A bull is a bull, he's only as bad as you make him. Fait que il y a des grosses cornes, mais si tu t'enlèves ça de la tête qu'il y a des grosses cornes, puis que tu as confiance en toi, puis que tu vas aller le bullfighter puis faire ton travail, tu vas t'en sortir indemne. Je t'ai posé cette question-là parce que j'ai mon souvenir dès la première école de rodéo que j'ai été. Je me rappelle de ça, tu donnais un duotang avec des feuilles, puis il y avait cette quote-là. Oui, mais moi, je suis passionné de ça, puis je suis passionné de taureau aussi. Je veux dire, quand tu deals avec ces animaux-là, je sais pas, tu deviens fan d'eux autres, puis tu essaies d'en découvrir le plus. Puis quand je donne des écoles de rodéo, je veux vraiment essayer de donner plus de matériel de qu'est-ce que moi j'ai eu la chance d'aller chercher en voyageant avec justement des légendes, des affaires. Fait que je vais. Puis en même temps, le bullfighting, c'est très mental, c'est physique, mais c'est mental aussi. Hein? C'est dangereux. On est tout au courant que c'est dangereux. Fait que si on peut travailler aussi le mental en même temps, puis t'es comme aider, puis avoir du positif, c'est la meilleure chose. Avec ces débuts-là, est-ce que tu avais déjà essayé le roping pour le fun, etc., non? Il y a plusieurs années. Quand je disais qu'il y a des trucs que je connais sur toi, que c'est ça. Il y a plusieurs années, j'ai déjà... je me suis déjà comme intéressé par le roping. J'avais commencé à jouer avec ça. J'avais eu la chance d'avoir un cheval. C'était pas le mien, mais dans mon ancienne belle famille. Puis le cheval avait du talent là-dedans. Fait qu'on avait commencé à s'amuser, à jouer un peu au cowboy. Une clinique, je pense aussi. Puis... des cours. J'avais suivi des cours à droite pas à gauche par des amis ici du Québec là, qui sont là-dedans. Puis ce cheval-là, on l'avait emmené à l'entraînement de roping. Mais j'ai tout le temps gardé ça un peu. Je ropais juste là. J'ai jamais ropé en show, un jackpot. Je gardais ça comme. Je faisais ça pour le plaisir. Puis vu que c'était pas. On n'était pas encore rendu d'un calibre de sortir ou quelque chose. Moi, j'apprenais, le cheval apprenait. Mais avec l'arrivée de mes taureaux, tout s'est arrêté. Puis là, j'étais quand même très occupé dans ma carrière.
Fait que j'ai comme un peu lâché ça. Puis je me suis dit, moi, quand que je fais quelque chose, je ne veux pas le faire à moitié. Le roping, c'est une classe que ça prend beaucoup, beaucoup d'entraînement, Ouais. beaucoup de persévération. Il ne faut pas que tu lâches. Puis là, vu que je trouvais que je le faisais pas assez, puis que, fait que j'ai comme un peu arrêté, abandonné le projet. OK. On va y revenir un petit peu plus tard. Euh, tu parlais de tes taureaux, tu parlais des états. Ça nous amène au freestyle un peu. Parle-moi du freestyle, c'est quoi pour le monde qui ne connaisse pas ça? Puis après ça, je vais te demander de me parler comment tu as découvert ça, ça a été quoi tes débuts dans ça? Ben, le freestyle, le monde, ils connaissent les bullfighters, surtout qu'est-ce qu'on est habitué de voir, la protection, on appelle ça du cowboy protection. Ouais. Fait que quand il y a la montre des taureaux, ben, on est là pour les protéger. Mais il y a un volet qui est un peu méconnu, qu'on appelle ça du freestyle bullfight. Fait que là, les bullfighters tombent en compétition un contre l'autre. Le même principe un peu qu'une compétition de bull riding ou de bareback, c'est jugé de la même façon. C'est un bullfighter tu vas être attitré avec un taureau de combat, un Mexican bull. Puis c'est un taureau agressif, rapide. Ça, c'est les mêmes bœufs que tu vois, mettons, les cordas en Espagne. Oui, exactement. La même race de taureaux. Puis là, il faut que on lâche la bête dans l'arène, puis il faut que tu esquives ses coups, son agressivité. Là, mais il faut que tu démontres un contrôle. C'est une danse. En fin de compte, lui, il va te charger parce que sa job, c'est ça, il est fait pour ça. Puis toi, il faut que tu contrôles en performant, en faisant des figures, des feintes, des moves. Puis là, tu essaies s'il y a plusieurs feintes moves qui vont valoir plus de points. Puis justement, qu'est-ce qui va te ramener le plus de points? Est-ce que c'est certains moves ou c'est vraiment... Pour que le monde comprenne bien, parce que c'est quand même assez complexe quand on n'a pas connu ça, là, mais tu danses, moi j'appelle ça une danse avec l'animal jusqu'à t'as un laps de temps. Oui. Puis après un laps de temps, là, t'es qualifié. Fait que si tu vas jusqu'à nous, c'est à 30 secondes. Fait que si tu vas jusqu'à 30 secondes, t'es qualifié, tu vas avoir un pointage. Tu as le choix de continuer un autre 15 secondes supplémentaires ou d'arrêter. Ça, c'est plus une question technique de savoir est-ce que tu vas encore aller chercher des points ou pas. Ou arrêter parce que si le taureau il y a une baisse de régime ou si toi, tu tombes en trouble, ben là, tu peux perdre des points. Plus que tu es à proximité, plus que tu te mets en danger, en fin de compte. Okay. Plus que tu fais des figures qui vont être dangereuses, mais que tu vas les réussir, que tu vas démontrer un certain contrôle. On pourrait dire que plus les spectateurs sont sur le bout de leur seat puis qu'ils sont crispés. Oui, mais en même temps, il faut vraiment que tu démontres. Le but, c'est pas de... J'ai souvent dit, le freestyle bullfight, c'est pas le plus fou qu'il faut qu'il gagne, mais celui qui démontre le plus de contrôle. Parce que, tu sais, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux puis qui sont prêts à faire n'importe quoi, mais en même temps, est-ce qu'ils contrôlent l'animal, tu sais? Parce qu'un bon bullfighter, qu'est-ce qu'on veut? C'est un certain contrôle, là. Fait que, puis... Le freestyle bullfight, il a tellement évolué avec le temps qu'à cette heure, c'est rendu que les gars, ça saute par-dessus, ça fait quasiment des backflips. Écoute, ça a évolué, là, c'est fou. Fait que c'est un sport extrême, vraiment. Je pense que pour moi, c'est un des sports les plus dangereux qui existent parce que c'est quand même, quand tu demandes ta porte, c'est vraiment un taureau de combat qui s'en vient. Ça n'arrête pas parce que tu fais le mort. Là. Non, exactement. Ça s'en vient à peine dans la planche, puis lui, il est un petit peu plus gros puis pesant que toi. On va en parler un peu plus tout à l'heure de ce qui est rendu dans le freestyle. Tu as découvert ça comment, toi? On a découvert, on a découvert le sport, je veux dire, du freestyle, ça se faisait aux États-Unis il y a plusieurs années. Je ne suis même pas au courant de ça. Ici au Québec, ça se faisait pas, mais là, à force de regarder qu'il s'en faisait ailleurs, puis en étant un bullfighter, là, on voulait l'essayer. C'était comme dans une carrière, il faut qu'on fasse ça. Fait que il y avait une association, que l'association est revenue aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle la UBF. Dans ce temps-là, c'était la même Ultimate Bullfighting Association. Dans ce temps-là, c'était le même nom. Je pense qu'il rajoutait le nom association à la fin. Puis on avait commencé, on s'avait inscrit, on avait descendu. C'était qui? C'est mon bon ami David Ladouceur, il commençait dans le monde du rodéo aussi. Je savais pas qu'il était allé le premier coup avec toi. Puis il voulait l'essayer. Fait que on a descendu. Les performances, ça faisait beaucoup en Caroline du Nord, Caroline du Sud. La première fois qu'on a découvert cette association-là, on voulait aller tâter le terrain. On savait pas trop. Fait qu'on est même descendu en Caroline du Nord, ensemble, en char, un trip de week-end pour aller voir une finale de la UBF, mais on n'a pas performé. On était un road trip. On s'est payé un road trip. On a descendu jusqu'à Caroline du Nord. Juste pour aller regarder. Oui, mais on était des passionnés. Passionnés. Après ça, on est revenu. On savait un peu à quoi s'attendre. On a rencontré des personnes là-bas.
Puis on a décidé de s'inscrire. Ça, c'était la finale. Fait que l'année d'après, au printemps, quand l'association a commencé, le circuit a commencé, on a décidé de descendre. On a fait une saison, même 2 saisons là-bas. David, il commençait. Et lui, il n'avait pas d'expérience en protection, rien. Là, exact. Puis moi, en freestyle, je n'avais comme vraiment pas beaucoup non plus, ou pas du tout. Pas dans ces sortes de taureaux-là, en tout cas, parce qu'ici, ça n'existait pas. Mais j'avais quand même, je pense, la deuxième année ou la première année, j'ai réussi à finir 4e dans le circuit, au travers les grands noms de bullfighting. Là, c'était un gros circuit quand même. Hein? C'était le East Coast. Oui, ça roulait parce que le propriétaire de tout ça, puis les taureaux étaient tous basés en Caroline. Fait que c'est pas que ça roulait alentour de tout ça, mais il y avait des bullfighters qui descendaient de partout, de l'Amérique du Nord, pour aller dans le circuit. Puis c'était nos débuts de connaissances dans le volet freestyle bullfighting. Comment s'est faite la transition à vouloir ramener ça au Québec? Ben moi, j'ai tout le temps dit, ce sport-là, c'est un crowd pleaser. C'est quelque chose c'est quelque chose qui va mettre les spectateurs sur le bout des sièges. Là. C'est tellement intense, c'est dangereux. On n'avait pas ça au Québec. Souvent, les rodéos, ça avance d'année en année. Là, on va amener des nouveautés. On aime ça amener des nouveautés. Ouais. Fait que moi, on dirait que j'avais l'idée, il faut qu'on amène ça ici. Il faut qu'on essaye ça. Mais là, c'est quand même un pas payé cheminement. Là. On parle de taureaux de combat. Acheter des taureaux de combat, garder, élever ça, monter. Il y en avait-tu au Canada dans le temps? Ou c'était dès le début de prendre des taureaux américains puis les traverser? Non, il y en avait... Non, des taureaux de combat, il y en avait... des Mexican Bulls, il y en avait au Canada. Pas au Québec. Il n'y avait aucun taureau de combat qui était élevé au Québec. Il y en avait en Ontario, mais qui n'était pas utilisé à fin de rodéo. OK. Il était utilisé pour? C'est des Portugais qui élèvent cette sorte de taureau-là pour des jeux dans leur culture. OK. Fait que c'est de là qu'on a commencé, qu'on a eu des contacts, puis qu'on a réussi à aller chercher des taureaux, puis créer. C'est de là que la Extreme Bullfighter, la XBF, s'est créée, que c'était le circuit de freestyle au Québec. OK. Ça a été comment la réception dès le début? Est-ce que c'était dans les plans de l'amener dans toutes les rodéos au Québec? Est-ce que vous avez voulu amener ça comme un produit réservé à Wild Time, à l'ERQ, etc.? C'est un peu... En fait, est-ce que les producteurs voyaient le même potentiel que toi et David voyaient dès le début? Oui, c'est juste qu'on, il y a le côté sécurité, le côté spectacle, le côté, il y a plusieurs détails puis qu'il faut se soucier avant d'amener ça. Des gros risques. C'est ça, exactement. Fait qu'on a amené ça. La première année, c'était pas vraiment un circuit avec des compétiteurs, c'était plus à la fin du rodéo, on lâchait un taureau de combat vu qu'ils sont agressifs, puis on jouait avec. Ça nous donnait de l'expérience à nous, puis 2, ça mettait un piquant à la fin du rodéo pour les spectateurs. Fait que c'est comme ça que de fil en aiguille, on a introduit le freestyle bullfight, puis on a réussi à ramasser des bullfighters qui ont bien voulu compétitionner, puis créer un circuit avec aller chercher les règlements, puis les juges, puis on a monté ça. Là, ça s'est monté comme toute pas mal petite PME se monte, je pense. Oui, ça a pris son temps, mais est-ce que ça a été dur d'aller chercher des gars qui voulaient bullfighter on the spot, sans grande pratique, etc.? C'est quand même très dur parce que c'est un sport, pratiquer, tu peux pas vraiment pratiquer comme dire on va pratiquer parce que tu peux pas lâcher, c'est dangereux, là, c'est extrêmement dangereux. Puis trouver des gars qui voulaient le faire, c'était pas facile. Puis les gars qui voulaient le faire, comme je dis, souvent ils ont du sang-froid, ils ont pas froid aux yeux, mais c'est dangereux à quel point ils vont rester sur le circuit. Puis en même temps, le but de ça, c'était pas de faire un Demolition Derby. Là. On voulait que ça paraisse. Nous, on est des passionnés, puis on veut que le sport soit bien vu, puis on veut bien le faire. Fait qu'il faut trouver des gars avec un certain talent ou monter leur talent, les apprendre. Puis c'est pas facile parce que c'est un sport vraiment... C'est pas quelque chose que tu peux t'entraîner dans ta cour arrière. Là, non, c'est ça. Il faut les installations, il faut le personnel, il faut... Exactement. Exactement. OK. Comment ça a été reçu par les comités, par les spectateurs de voir ça? Moi, les feedbacks que j'ai eus d'année en année, ça a tout le temps été wow, c'est sûr que le monde trouve ça fou. J'ai tout le temps fait la comparaison
du NASCAR, là, tu sais, je veux dire, mettons, ben, je dis NASCAR, ça peut être n'importe quel sport, mais quand il arrive l'accident, on dirait qu'il n'y a pas un spectateur qui va en manquer, là, tu sais. On veut pas que personne se tue dans l'accident, mais en même temps, on veut pas en manquer parce que c'est C'est une coche au-dessus du bull riding où que le monde il dit ouais, c'est ça, c'est l'intensité. Puis le freestyle bullfight, ça l'amène, écoute, puis c'est une nouveauté. Non, le monde, je pense qu'on a eu des bons feedbacks. Les comités, ils aimaient bien ça. Ils en voulaient. On s'est fait quand même approcher à beaucoup de places. C'est sûr qu'on ne pouvait pas être partout non plus en même temps. Puis, Ouais. mais non, c'est quelque chose que je suis fier d'avoir apporté au Québec, là, l'Extreme Bullfighter. Puis j'aimerais même que continue, que ça revienne. Mais là, Ouais. pour l'instant, C'est ça, on est... tu dis revenir, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, c'est ça, ça l'a fini. Ouais, à la fin de la saison, la dernière saison de rodéo qu'on a eue, c'est 2019. 2019, après la dernière performance, là, j'ai décidé de vendre les taureaux. J'ai un bon ami qui reste en Alberta qui fait un peu le même. OK. Il a parti ça. Lui, c'est parti un circuit aussi dans l'Ouest canadien. Travis James pour la Gringos Fighting Bull. Ouais. Il s'est parti ça après. Tu sais, on s'est connus. Après, venu ici, puis C'est après ça, avoir c'est un gars que j'ai ici. connu dans le monde du bullfighting. Ouais. Puis là, il a vu quand j'ai apporté ça, il est venu compétitionner au Québec. Puis après ça, il a décidé de partir ça dans l'Ouest canadien. Il y a un bon marché pour ça. L'Ouest canadien, le Western Life Sport, il est vraiment développé. Ouais. Fait que j'ai décidé de vendre parce qu'ici, au Québec, ça marchait plus trop. C'est un sport, comme je dis, c'est tellement extrême, tellement dangereux que trouver des bullfighters, trouver du monde qui veulent faire ça, plus qu'on avançait. Les dernières années, puis il y a eu des bonnes années. Il y a des années que les gars des États-Unis descendaient ici, on avait des bullfighters. Fait que ça l'aidait à combler tous les compétiteurs qu'on avait besoin pour faire des compétitions. Mais les dernières années, c'était in and out, c'était vraiment dur. Puis c'est beaucoup de travail. Puis c'est beaucoup de sous. Puis au bout de la ligne, j'ai jamais fait ça pour faire de l'argent. Parce que j'ai jamais vraiment fait d'argent avec ça. Je fais ça parce que j'étais un passionné. Toi, dans ton année, tu faisais peut-être 5-6 compétitions, puis tu avais tes bœufs à l'année. C'est ça, les taureaux, tu les gardes 12 mois par année. Là. Tous les frais, c'est sur 12 mois et non juste pendant les vêtements, etc. Tout. La nourriture, les installations. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça parce que là, c'était. Tu sais, quand tu t'amuses plus là-dedans, c'est une corvée. Tu mets les poids dans la balance, puis là, quand il y a trop de négatifs, mais j'ai décidé d'arrêter. C'était une bonne décision. Ça a été dur, je veux dire, je regrette rien, mais c'était quelque chose qu'on aimait, avoir ça, on était fiers de ça. Ouais. Mais en même temps, là, avec la suite des événements avec 2020 qui est arrivé, je veux dire, ça n'a pas été une mauvaise chose non plus côté monétaire, là, côté économique, parce que on aurait perdu beaucoup d'argent avec ça. Ça, parce que, veux pas, au début, on se dit, ça sera pas long, fait que tu aurais continué à en mettre. Exactement. Non, c'est cool pour ça. Qu'est-ce que tu retires de l'XBF? Tu me parlais de fierté. Ça a été quoi tes meilleurs moments, autant en tant que compétiteur freestyle qu'en tant qu'organisateur XBF, etc.? Ben, je pense que c'est à peu près tout ce que tu viens de dire ensemble. Parce que la XBF, je pense qu'on a créé quand même quelque chose de bien, puis c'est quelque chose qui n'est pas facile. Là. Je parle, moi, je veux dire, c'est sûr que le monde, il ne voyait pas tout ça. Là. Le monde, il voyait juste les compétitions dans les festivals qu'on voit, mais je vais t'interrompre là pour expliquer au monde. Dominique, les 3 premières années que tu compétitionnais en tant qu'organisateur, c'est ça, 3 ou 4. Oui, les premières années. Les premières années, Dominique, lui, c'était tout ce que ça impliquait, c'était avoir son trailer avec les bœufs dedans, les bœufs dans le trailer pendant le rodéo, reculer le trailer tout de suite après le bull riding, loader ça, c'est pas facile à manipuler, les chutes sont pas faites exprès, sont faites pour des animaux plus gros. C'est très dangereux, c'est très stressé, un Mexican Fighting Bull. Fait que, tu sais, t'as un show, c'est du show business. Fait que, oui, on peut attendre, mais tu veux garder les spectateurs intéressés. C'est loader les animaux, c'est les flanquer. Encore là, les chutes sont faites plus petites. C'est un gros stress. Puis, ça, j'aurais jamais été capable. Les bœufs, c'est pas comme des vaches, c'est pas comme des bœufs de bull riding que tu peux les séparer comme tu veux. Il y a 3 bœufs, tu es en ligne, puis tu essaies de les séparer comme tu veux. Fait que l'ordre dans lequel on présentait le show de XBF,
c'était l'ordre que les Bury décident de s'enligner. Fait que ça pouvait arriver que tu finissais de flanquer les Burr, puis c'est toi le premier qui bat le fight là. Ça fait 5-10 minutes que. Ouais, les rushes, premières années, c'est ça. Vu que j'avais apporté ça, mais en même temps, je voulais compétitionner ou je couvrais des spots. En plus de produire, de travailler, organiser, loader, flanquer, travailler le rodéo. Là, à la fin, je ressautais dans les rings pour aller faire ma performance. Ça a quand même bien été. En 2015, je pense, j'ai réussi à gagner la saison XBF. J'étais assez content, mais je me suis souvent fait dire par d'autres personnes que tu vas tellement avoir de la misère à faire les deux. C'est dur de se concentrer sur les deux. Tu es tellement focusé sur le produire que tu n'as pas le même focus qu'un compétiteur que lui, il peut focuser sur sa performance à lui. On s'entend que quand tu embarquais dans le ring pour ta compétition, c'était la première seconde que tu mettais à penser à compétitionner. Oui, exact, parce que j'avais tellement d'affaires à penser en même temps. Puis les dernières années, là, j'ai arrêté de faire ça. J'essaie de trouver des compétiteurs pour couvrir tous les spots, puis moi, je veux dire, m'en occuper de la patente, parce que c'était ma patente. C'est moi qui avais monté ça. Mais c'est pas juste ça, je veux dire, travailler ces animaux-là. Moi, le monde, ils voyaient pas ça, mais ils voyaient juste au rodéo. Mais en plus, je veux dire, on s'en occupe 7 jours sur 7 de la maison. Là, puis c'est des taureaux pas tout le temps faciles à dealer avec. Puis quand c'est le temps de donner les médicaments, puis autant agressifs qu'ils sont, autant qu'on les traite comme des petits bébés, aux petits soins. Là, fait que les médicaments, les antibiotiques, si on veut pas qu'ils se blessent, on veut pas, puis c'est des taureaux. Tu sais, c'est de quoi d'intéressant à dire. On n'en connaît pas tant que ça, des animaux qui sont comme ça, mais toi, tous les jours que tu allais les nourrir, ils cherchaient à te pogner, ils cherchaient à t'attaquer. Pas tout le temps. Pas tout le temps, ils doivent s'être habitués, mais. Moi, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est ça. C'est que tu peux jamais leur tourner le dos, tu peux pas leur faire confiance, tu sais jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va péter. Un bucking bull, c'est plus. Ça a plus de handling qu'on appelle. C'est plus facile à manipuler. Ça, c'est très dur à manipuler. Mais en général, ça a tellement été une belle expérience parce que j'ai appris à. Tu sais, moi, j'avais la chance de les voir du matin au soir, j'avais la chance de les nourrir, j'avais la chance d'apprendre sur. Ça, c'est un peu comme des loups, hein, c'est des meutes. T'as un leader, puis j'avais la chance d'un peu de m'introduire dans leur meute. Ouais. Puis j'ai trouvé ça fascinant d'apprendre sur ces bêtes-là, de savoir c'est qui le leader, lesquels que je peux approcher proche. À la fin, moi, tout seul, vu que j'allais tellement souvent les nourrir, si j'étais tout seul, il n'y avait pas personne avec moi, j'étais capable d'aller dans le parc, puis je pouvais donner de la moulée à un pied, là, puis j'ai même des vidéos de ça. Ouais. Mais j'étais le seul qui pouvait le faire parce que... J'en doute pas. Parce que eux autres, ils tombaient à la maison, ils tombaient dans leur zone de confort. Okay. C'est la maison et la nourriture, on est bien. Puis est moi, je suis tout le temps là avec eux autres, je suis tout le temps en train de les nourrir. Fait qu'à un moment donné, je suis plus une menace parce que le monde, ils ne savent pas, mais des taureaux, des Mexican Bulls, des Fighting Bulls qu'on appelle dans le jargon, c'est quand même ultra peureux en même temps. C'est ultra agressif, mais ultra peureux, ultra stressé. C'est exactement ça, c'est qu'ils sont tellement peureux et stressés qu'ils viennent ultra agressifs. Fait que c'est un autre... Puis ça, il n'y a pas souvent personne me demandait... Beaucoup de monde me demandait, ouais, mais comment vous faites pour les entraîner? C'est vraiment fascinant, là, je veux dire, un bébé, un veau... qui 8 heures après qu'il est né, il est déjà en train de te charger les jambes. C'est dans leur nature, c'est leur bridage, ils sont faits comme ça. C'est pas un entraînement, c'est comme ça, puis c'est pour ça qu'on s'en sert avec, parce qu'on a besoin de leur activité. C'est pour ça que c'est cette race-là. Exactement. Mais tu réussis à nourrir tes... Oui, pas tout. Je commençais à les connaître, puis le kit, mais un moment donné, je faisais comme un peu partie de la meute. Ils savaient que moi, j'étais pas un danger. Fait que quand j'y allais, tout le monde restait calme. Tout le monde, mais tu peux jamais te tourner le dos. Là, il s'en est passé. Écoute, on n'en comptera pas, mais on pourrait en compter des histoires, puis des péripéties, puis des anecdotes avec les taureaux, puis des choses dangereuses qui est arrivées. Puis, mais c'était fascinant. Puis c'est ça, quand tu es passionné. Que encore maintenant... T'en parles, puis à tout bout de champ, le souvenir de ça ou ça te revient. C'est quelque chose. C'est ça, c'est quelque chose qui va rester comme toute ma vie. Puis la XBF, la Extreme Bullfighter, j'en suis très fier. Puis ça va rester comme ça. Puis on va voir dans le futur. Pour l'instant, c'est arrêté. Tout est sur la glace. Je veux dire, j'ai vendu les taureaux, toute la kit. Mais il me reste encore certaines installations. Puis on va voir. L'expérience qui est encore là. Exact. Je veux dire, rien ne nous empêche d'un jour peut-être de repartir ça. Mais pour l'instant, c'était trop dur de trouver des compétiteurs pour continuer. Ça, puis on se cachera pas que le freestyle continue de grossir en Amérique du Nord. Fait que peut-être que en grossissant assez, ça va amener de plus grandes occasions dans le nord-est de l'Amérique. Là. Peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Parfait.
Dominique, tu as eu plusieurs partenaires à travers les années. Peux-tu me parler de tes partenaires des dernières années avec qui tu as bullfighté? Comment tu voyais ça? Comment tu vivais ça selon tel ou tel partenaire avec lequel tu avais le plus de plaisir, avec lequel tu avais la meilleure chimie, etc.? Bien, chaque bullfighter est différent. On a toutes des techniques différentes. Mais je pense que la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas beaucoup à être bullfighter. Puis ça fait qu'on crée des liens comme des frères. Puis non, je veux dire, chaque gars, ils ont leur petit quelque chose. Mais je pense qu'on est tous... tu sais, on protège des bull riders. On prend le contrôle de des animaux quand même assez féroces, assez dangereux. Puis on compte un sur l'autre, c'est vraiment un travail d'équipe. Fait qu'on crée vraiment cette chimie-là. Puis même à l'extérieur des rodéos, ça devient tous des bons amis, toute la gang. Fait que je pense que on est comme tous des frères. Moi, ils ont chacun leur technique différente, chacun leur chose, mais on s'entend tous bien. Mais parle-moi, ça a été qui tes partenaires pour le monde qui sont peut-être pas au courant? Dans les dernières années, là, on parle de David Ladouceur, on parle de Jeff Bernier, on parle de JF Rock, on parle de Claude Binette, qui est à la retraite aujourd'hui, mais ça fait combien d'années avec lui? Exactement, je ne le sais pas, moi. Plusieurs années, là, on a fait 8, 9 ans? Ah, d'après moi, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On a Christopher Baudouin aujourd'hui aussi. On a Max Turgeon aujourd'hui, qui est un super athlète qui développe vraiment beaucoup dans le sport et dans le métier de bullfighter. Fait que c'est tout... c'est le fun, on est tout un brotherhood. Hey, tu m'as pas nommé, là. Non, c'est pas. On n'était plus là. OK. Parle-moi un peu de tes saisons de rodéo. On parle du métier en tant que tel. Comment tu vis tes saisons? Comment tu te prépares à tes saisons? Est-ce que tu as une préférence Wild Time ERQ? Est-ce que c'est vraiment différent? Tu as plus de fun avec un crew ou un autre? Parle-moi de tes saisons, en fait. Ben, les saisons, comment qu'on se prépare, c'est pour nous, c'est un mode de vie. Fait que, je veux dire, on se prépare-tu vraiment ou on n'arrête jamais? C'est sûr qu'il y a des temps morts, l'hiver, tout le kit, mais on est tout le temps en constante progression pour la prochaine saison, que ce soit entraînement physique ou recherche de commanditaires ou juste visualiser justement la saison qu'on va avoir, les voyages, nos équipements, où est-ce qu'on va coucher, les roulottes, les camions. Ça, je veux dire, pour moi, c'est un mode de vie. C'est juste que c'est un mode de vie. C'est des saisons ici au Québec avec des temps plus morts. On a la grosse été. Puis, comme bullfighter, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai une chimie avec toutes les productions, que ce soit, comme tu dis, Wild Time, que ce soit RQ, que ce soit d'autres productions de rodéo. Je veux dire, un bullfighter, il faut que tu sois professionnel. Fait que tu arrives là. C'est une business, exactement. Ton nom est la business. Fait que tu arrives là professionnel. Ta job, c'est de fighter des bœufs, de travailler, puis de faire partie du crew. Fait que non, je pense, moi, j'adore. On a des très, très belles productions de rodéo ici au Québec, puis c'est avec de très bonnes équipes en arrière d'eux autres, puis on est vraiment content de pouvoir en faire partie et de se faire engager dans ces productions-là. En tant que bullfighter, as-tu un rodéo préféré à part Saint-Tite? À part Saint-Tite? À part Saint-Tite, puis sans qu'un comité le prenne mal, ni rien. Ben, on va y aller en termes de foule. Quelle est ta foule préférée? Il y en a plusieurs qui se sont démarqués, je te dirais. Puis c'est sûr qu'avec les ambiances, oui, il y a des festivals, il y a des comités qui sont plus intéressants, plus fun à aller, ou des belles installations. Puis chaque comité, chaque festival essaie de s'améliorer d'année en année. Mais vite fait comme ça, il y a qui me revient vite en tête, il y a le Festival Western de Saint-André-d'Avelin, qui est que les spectateurs sont all-in, on dirait, qu'il y a une belle température ou pas une belle température. Tout le monde est là, tout le monde s'amuse, la musique est forte, puis ça fait comme une grosse ambiance. Mais je te dirais que dans les dernières années, il y a beaucoup de festivals qui se sont améliorés, vraiment
n'importe quelle production. Là, le Festival Équestre de Valleyfield, il grossit, et les installations, de nouvelles installations, un nouveau nom, c'est vraiment intéressant d'y aller. Malheureusement, les dernières années, les températures ne nous ont pas aidés pour avoir le... C'est eux, justement, qui ont produit le Rodéo Rose, entre autres. Oui, exactement. Fait une belle initiative de leur part. Il y a le rodéo de Charlevoix qui est intéressant et le rodéo de Saint-Antonin qui est intéressant. Il faut vraiment se compter le monde qui suit les rodéos, là, pour vrai. Puis j'ai voyagé quand même beaucoup. On est vraiment privilégié d'avoir d'aussi beaux rodéos au Québec, de belles installations, de comités et des festivals qui sont vraiment crinqués pour monter un beau spectacle. Côté ERQ, as-tu des préférences? Charlevoix, ça fait partie d'eux autres. J'essaie de me souvenir. Cette année, j'étais content. J'étais supposé travailler le festival, là, juste parce que je veux le dire. Exactement. Ce que j'ai jamais travaillé avec ça tombait tout le temps en même temps. Ça tombait tout le temps que je pouvais pas y aller. J'étais booké ailleurs. Puis là, cette année, ça a donné. Là, j'étais content parce que c'est le fun des nouveautés. C'est le fun. Ça, puis ils ont un Bullmania. Exactement. J'étais content d'y aller. Mais là, malheureusement, ça a tombé à l'eau. Mais il y en a plein, je peux pas en nommer plus qu'un autre. Ils ont tous leur petit quelque chose. Il y en a que c'est la foule, il y en a que c'est l'installation. Ils ont toutes des grosseurs différentes aussi. Ils ont tous des budgets différents. Fait que je veux dire, mais c'est... Au bout de la ligne, je pense qu'on est vraiment chanceux d'avoir des aussi beaux rodéos au Québec, là, vraiment comparé à dans toute l'Amérique du Nord, on est chanceux. Est-ce que depuis que la XBF a fini, en fait, est-ce que tu penses avoir l'occasion de profiter plus des rodéos en tant que tel, de ton temps, etc., maintenant que la XBF a fini? C'est sûr. C'est sûr que la réponse, c'est oui. C'est relatif. La XBF me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. Quand on allait au rodéo, je veux dire, moi, j'avais tout le temps les taureaux avec moi. Il fallait les nourrir, s'en occuper, les watcher, organiser. C'est sûr que... Puis, c'est des taureaux qui sont, comme qu'on disait tantôt, sont plus stressés. Ils ont des soins un petit peu plus particuliers. Il faut que tu les watches un peu plus. Fait que souvent, il y avait des festivals que je redescendais de nuit. Au lieu de garder les taureaux là-bas, je préférais redescendre tout de suite après le rodéo de nuit. Fait que ça prenait encore des heures de route avec plus de fatigue. Mais au moins, les taureaux pouvaient dormir dans leur zone de confort à la maison, tout le kit. Fait que c'est sûr que ça l'empêchait. C'était des responsabilités que j'avais un stress constant. Avec la XBF, un stress constant. Là, c'est sûr que on est un peu plus lousse. Là. Je veux dire, là, j'ai juste comme Dominique Roy, le professionnel bullfighter, à m'occuper au rodéo, à faire mon travail pendant le rodéo, mais sinon, j'ai pas toutes ces responsabilités-là. Mais, tu sais, est-ce que... C'est pas, tu sais, je dirais pas mieux que j'aime ça non plus. J'aimerais ça que la XBF revienne aussi, puis tu sais, je détestais pas ça, avoir cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'on le faisait, là. Mais oui, je vais pouvoir, pour répondre à la question, là, je vais pouvoir profiter d'un peu plus de temps, puis plus de week-end. Puis... Ça fait un drôle de lien. Tu as sorti ta propre page Facebook, Dominique Roy, Professional Bullfighter. Oui, je viens après tant d'années de carrière, j'ai tout le temps eu une page réseaux sociaux parce qu'on aime la visibilité, on aime partager aussi notre passion, mais c'est pour aller chercher une certaine visibilité puis se faire connaître aussi en même temps. Puis, beaucoup de partage, mais j'ai tout le temps roulé sur un profil un peu personnel, malgré que, je veux dire, il n'y avait rien de personnel sur mon profil, que tu sais, toutes les posts, c'est les affaires de rodéo. Puis là, dernièrement, après autant de carrière que ça, j'ai décidé d'ouvrir une page professionnelle pour faire changement, parce que aussi, j'atteins pas mal la limite de personnes qu'on peut avoir sur, les amis, sur le profil. C'est ça, 5000, fait un coup qui est atteint, ça bloque un peu. Fait que là, j'ai dit, pourquoi pas avoir une page professionnelle. En même temps, je m'amuse là-dedans. On est en 2020, on a un peu de temps pour s'amuser sur les réseaux sociaux. Fait que, oui, je viens d'ouvrir ça. Fait que on en jasait tout à l'heure. C'est sûr que d'un autre côté, la raison pour laquelle tu n'en avais pas avant, tu as eu ta page XBF qui était celle dans laquelle tu mettais tes énergies. Exactement. J'avais ma page personnelle à moi, mais j'avais la page de Extreme Bullfighter que je voulais. Fait que c'était beaucoup. Puis je sais pas, ça n'a juste jamais à donner de m'ouvrir une page personnelle. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Là, ça a donné que c'est surtout parce que le nombre d'amis était atteint. Fait que là, je l'ai faite, fait qu'elle est en ligne. Fait qu'en même temps, mais je vais en profiter pour dire allez liker ma page. Fait que c'est Dominique Roy, Rodeo Bullfighter, c'est la page. Fait qu'allez la liker, allez voir. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, allez me trouver. Vous allez me trouver, en tout cas. Bon, OK, super. Pour revenir à la base de la question,
est-ce que c'est long, une saison de rodéo comme bullfighter au Québec, avec les petites blessures, Saint-Tite, qui est un marathon qui arrive à la fin de la saison? Comment tu gères ça? Veux pas, tu vas avoir des petites blessures ici et là, des vieilles blessures que tu traînes. Est-ce que c'est dur mentalement et physiquement? T'sais? Ben, les blessures font partie du métier, du sport. En étant bullfighter, en travaillant avec ces animaux-là, puis on a une job de garde du corps, fait que c'est sûr que les blessures vont arriver. On vient habitué, je veux dire, une blessure fait tout le temps mal, c'est tout le temps désagréable, mais pas qu'on vient habitué, mais on accepte. Quand tu fais ce métier-là, puis quand tu le fais à un certain niveau, ça va arriver. On ne sait pas quand, on essaie de les éviter, on essaie d'avoir le plus de contrôle possible, mais ça va arriver. Un bullfighter qui s'est jamais blessé. C'est parce qu'il fait quelque chose de pas correct ou il est pas assez proche. Là. Comme Rob Smith disait, il faut que tu sois dans le même code postal que le taureau si tu veux faire ta job comme tout le monde. Mais non, on deal avec. Là, ça arrive, on veut pas que ça arrive. Quand il y en a, mais c'est ça, à quel niveau que tu es capable de soit performer avec la blessure ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la protéger ou des attelles ou du taping. On est chanceux, on a notre belle Caroline ici au Québec qui s'occupe de nous autres, là, comme elle prend soin comme on serait tous ses petits-enfants. Là, c'est notre grande soigneuse qu'on adore. Puis, fait qu'on... Mais non, est-ce que les saisons sont longues à cause de ça? Quand tu es un passionné de ça, je pense que les saisons sont jamais longues. Là. C'est au contraire, c'est 2020 qui est long de ne pas avoir sinon saison. Là, puis non, parce que on dit que c'est un métier, mais en même temps, c'est une passion. Là. On ferait que ça, on veut faire ça, puis on a juste hâte que ça recommence. Oui. D'accord. Parle-moi, justement, on parlait Festival Western. C'est comment la vie de bullfighter durant un Festival Western? Ben, tu l'as un peu dit, hein, c'est un marathon. C'est un marathon, mais c'est un marathon qu'on adore, qu'on veut faire. Puis là, on fait allusion au Festival Western de Saint-Tite. C'est un de nos plus gros rodéos, 10 performances de rodéo. Ouais. Mais c'est tellement... C'est dur à expliquer parce que c'est... On adore ça. Moi, quand je m'en vais là, je suis tellement comme excité de m'en aller au... C'est vraiment des vacances? Ben, c'est des vacances. Qu'est-ce qu'on peut appeler pour des vacances? Ça dépend du terme vacances qu'on va dire pour qui. Là. Oui, c'est des vacances mettons, de la job, de la vie normale, mais en même temps, on s'en va travailler comme toute la semaine. On a en tout cas, moi, j'ai des entrevues à gauche pas à droite, j'ai des petites responsabilités à droite pas à gauche. J'avais mes taureaux à m'occuper parce que j'amenais mes taureaux souvent au festival, plus le marathon des 10 rodéos, mais on adore ça. Pour vrai, c'est notre lifestyle, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, puis moi, je changerais ça. En tout cas, j'espère continuer à faire ce marathon-là le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a une différence dans l'ambiance ou la façon que vous travaillez, vos animaux ou entre vous, entre les fins de semaine puis, mettons, les rodéos, le mercredi, jeudi? Non. Ben, tu sais, j'essaie de répondre mieux à ta question, mais c'est que la première fin de semaine, souvent, on appelle ça c'est la Coupe Canada. Oui. Il y a moins de bull riders qui vont performer parce que c'est une finale qui se sont classés durant toute la saison. Oui. Fait que souvent, on est juste 2 bullfighters. À partir du mercredi, là, c'est le rodeo de l'IPR qui commence. Il y a un petit peu plus de bull riders, beaucoup d'Américains qui arrivent à Saint-Tite. Fait que là, souvent, on tombe 3 bullfighters. Mais je veux dire, moi, je réponds tout le temps à cette question-là. Travailler un animal, faire ton travail, il y a juste une façon de le faire, puis c'est de la bonne façon. Je veux dire, tu reviens à la base, puis c'est que tu sois 2, que tu sois 3, c'est un travail d'équipe, c'est Saint-Tite, on a souvent des animaux qu'on connaît moins, parce qu'il y a des pourvoyeurs d'animaux qui arrivent de partout dans le monde. Fait en même temps, c'est le fun d'avoir de la nouveauté aussi. Pas parce que c'est pas un critère de rodéo, c'est juste qu'au Québec, vu qu'on suit les mêmes circuits, les pourvoyeurs d'animaux reviennent souvent avec les mêmes animaux. Fait on les revoit souvent. À Saint-Tite, on a la chance de pouvoir travailler des nouveautés. Est-ce que c'est dur de travailler avec des pourvoyeurs d'animaux que tu connais peut-être un peu moins? Parce que veux pas, le pourvoyeur va parfois communiquer avec son bullfighter. OK, j'aimerais ça que tu te places là sur ce bœuf-là. Ben non, c'est pas plus dur. Je veux dire, on a toutes des bonnes communications. Justement, le travail d'un bullfighter, c'est de protéger le cowboy qui va embarquer dessus, mais en même temps, c'est de travailler l'animal s'il y a besoin, c'est d'aider à performer, c'est exactement la performance, de le mettre en valeur. Fait que si on peut le faire, le pourvoyeur va peut-être des fois nous donner des hints ou
nous donner des directives d'un peu de Ouais. qu'est-ce qu'il aimerait qu'on essaye avec son taureau, de se placer à des spots pour justement essayer d'aider l'animal à performer. Mais c'est pas plus dur que d'autres. C'est sûr qu'il y en a qu'on connaît un peu moins parce qu'on travaille moins souvent avec, mais non, il y a on est toute la même famille comme de rodéo, OK. c'est toute la même façon. Est-ce que c'est surtout des pourvoyeurs canadiens qui viennent ou il y a des Américains aussi? Il y a les deux. On a des pourvoyeurs canadiens. On a Wayne Chaussée qui arrive avec ses taureaux, des excellents taureaux à chaque année. OK. On a des pourvoyeurs aussi américains qui descendent. OK. Je savais pas ça. Ouais, à Saint-Tite, c'est vraiment un marathon aussi. C'est gros, fait qu'il faut descendre beaucoup d'animaux pour pouvoir performer. Parce qu'un bœuf sur les 10 rodéos va performer, c'est quoi, une ou deux fois, quelque chose de genre? Dépendamment que si c'est un taureau de finale ou non OK. finale, mais en général, un taureau, grosso modo, va sortir de 2 à 3 fois maximum durant tout le festival, pas Pendant plus 10 que jours, ça. OK. Ouais. Il va être avec des journées spécifiques pour avoir des repos entre. puis, C'est t'sais, pas free-for-all. Là, non, c'est vraiment tout est calculé pour avoir justement pour que les animaux performent le mieux possible, pour donner les meilleurs soins aux animaux, pour qu'ils aient un bon repos, parce qu'on veut donner un bon on se cachera pas, pour un pourvoyeur d'animaux, plus son taureau performe bien, plus il prend de la valeur, etc. Ah oui, les taureaux, comme les compétiteurs, ils peuvent gagner des prix, ils peuvent... tu sais, un pourvoyeur d'animaux, c'est comme tous ces petits-enfants là, qui veut qu'ils performent au maximum. Fait qu'il il va tout faire en sorte du mieux qu'il peut et de ses connaissances pour qu'il performe le mieux. Fait que oui, c'est une grosse valorisation pour un pourvoyeur que son animal se rende en finale ou gagne un prix ou performe. Il va être content qu'il ait performé parce que c'est ça la beauté du rodéo. Là. C'est une danse entre un athlète bovin et un athlète humain. Là, Ouais. qu'on les jumelle ensemble, c'est celui qui va faire la plus belle danse. Moi, je suis arrivé, tu as eu Claude Binette comme partenaire, mais avant ça, tu avais eu Band. Paul Bond, Paul Band. à Saint-Tite. C'était comment? Ouais. Paul Bond, moi j'ai commencé quand j'ai rentré à Saint-Tite, c'était mon partenaire du festival, puis Paul Bond est un Américain, est un personnage qui dégage quelque chose, qui dégage, c'est dur à expliquer, mais tu sais, quelque chose de positif. Moi, j'étais un fan de Paul Bond. Okay. Paul Bond m'a appris beaucoup dans l'aréna, à l'extérieur de l'aréna. Puis, qu'est-ce qui est génial du rodéo, puis quand on dit que c'est une grande famille, c'est qu'encore une fois, tu sais, Paul Bond est devenu un excellent ami, malgré qu'il reste aux États-Unis quand même assez loin. On a tout le temps gardé contact. J'ai été invité à son mariage. J'étais à son mariage il y a plusieurs années. Tu sais, on vient comme des frères, puis malgré, même si on n'est pas du Québec, on a travaillé le festival au-dessus d'une dizaine d'années ensemble, c'est pas plus. Fait qu'à tous les festivals... Je me rappelle tout le temps cette photo-là avec Paul Bond, puis le clown de rodéo, Ryan Rodriguez. Ryan, ouais, c'était nous le trio. Moi, quand j'ai commencé, j'étais le petit jeune qui rentrait là avec deux grandes têtes de rodéo, Paul puis Ryan. Assez allumé sur le circuit. Là, fait que mais non, c'était génial. Encore une fois, c'est des expériences, des connaissances, puis ça vient des amis, que c'est vraiment le fun. C'est la beauté de notre grande famille de rodéo. Comment s'est passée la transition de travailler avec Paul Bond à Saint-Tite, ensuite travailler avec Claude Binette à Saint-Tite? Ben, la transition s'est très bien passée. Comme j'expliquais tantôt, on a chacun nos techniques, nos façons de faire. C'est pas les mêmes techniques, mais en même temps, c'est deux excellents bullfighters qui vont faire la job qu'il faut faire. S'ils sont engagés là, c'est parce qu'ils font la job comme du monde. Tu t'adaptes avec chaque style de bullfighter, comme qu'il faut qu'ils s'adaptent avec mon style. Puis Paul Bond a été un icône de Saint-Tite. Il était là tellement longtemps que c'est sûr qu'à son départ, c'est tout le temps plate, c'est une retraite, fait que c'est tout le temps plate, triste qu'on n'aura plus la chance de travailler ensemble, mais en même temps, il y a des nouveaux qui rentrent, puis on est tout excités de travailler avec ces nouveaux-là, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, fait que c'est... Les dernières... Bon, tu te doutes, sûrement je vais continuer dans cette veine-là. Les dernières années, travailler avec David, avec Jeff, est-ce que ça a été... C'est rien de négatif envers Claude, mais est-ce que ça a été un plus, vu que moi, je connais, tu as travaillé beaucoup de saisons, peut-être un petit peu moins avec Claude, avec Jeff et avec David, vu qu'eux autres ils étaient plus occupés à RQ.
est-ce que c'était comme un petit bonbon de commencer à travailler avec eux à Saint-Tite, etc. Ou c'est une Non, question difficile, là. non, ouais, la question est un peu difficile, mais non, comme ça revient encore à la même réponse. Ils ont chacun leur style, chacun. Claude, j'avais une belle chimie avec, une grande amitié, on travaillait très bien ensemble, deux styles complètement différents. David, il a un style qui me ressemble un peu plus, Ouais, c'est ça, un petit gars un peu plus gêné dans le ring, mais il fait la job. Jeff, il a son style à lui. Que ce soit n'importe qui, il y a il y a Monty qui vient souvent à Saint-Tite aussi, qu'on travaille ensemble. On s'adapte, on est là pour faire le même travail. On a tous nos styles, nos techniques, mais la base reste tout le temps la même. C'est la même base, que ce soit que tu aies le style que tu voudras, ça reste la même base. Fait que je veux dire, Claude, quand il a pris sa retraite, c'est même un peu la même réponse que Paul. C'était triste qu'il s'en aille, qu'on ne pourra plus travailler ensemble. On avait une belle chimie. Mais il y en a d'autres qui ont rentré puis qu'on fait un travail. Cool. On s'amuse ensemble. Cool. Parle-moi un peu en cours du bull jumping. Comment c'est arrivé? Tu te rappelles-tu les débuts? On a parlé un petit peu quand on était off the mic. C'est quoi ta vision du bull jumping? Puis tu te rappelles-tu justement des débuts? C'était comment? Ben moi, premièrement, j'étais un fan du bull jumping. J'étais un fan de Manu. Puis encore une fois, Manu est un très bon ami parce qu'on a travaillé ensemble. On a un peu parti ça ensemble parce que Manu, quand il est arrivé au Québec pour nous montrer ses performances, on avait besoin de taureaux, de Mexicaines, de Fighting Bull. Puis c'est moi qui les avais. Fait qu'on a commencé à la première performance, on a commencé à travailler ensemble. On s'est rencontrés, on a développé une belle chimie, mais les premiers, on connaissait pas ça. Hein, eux, en Europe, qu'est-ce que Manu lui fait? On appelle ça de la course landaise. Il a amené ça dans les rodéos ici. Il a contacté le festival. Je n'étais pas impliqué dans les premiers contacts, les affaires, mais il voulait le faire. Je pense qu'au début, c'est ça. Vu qu'on ne connaissait pas ça, qu'on se demandait un peu comment que ça fonctionnerait, puis en même temps, pour nous, des fighting bulls, des taureaux de combat, c'était nos premières expériences ici au Québec que j'avais amené ça. Fait que même là, on n'avait pas une grosse expérience. Fait que là, on se demandait vraiment comment que tout ça était pour tourner. Puis, voyons, il va sauter par-dessus des taureaux. Puis quel genre de spectacle que ça va être. Puis on était sceptiques un peu. Moi, j'étais sceptique au début. Je m'en rappelle, moi, j'étais très sceptique. Puis il est arrivé. Tu utilises la même expression que tu as utilisée tout à l'heure quand on en parlait le premier coup. Là. Il est arrivé le jour J de la première performance à Saint-Tite qu'on avait tout orchestré ça pour l'essayer, pour voir ce que ça va donner. Tu n'avais jamais vu ça vraiment? Non, jamais vu ça. Puis en plus, on faisait partie du spectacle parce qu'il fallait qu'on l'aide en étant, dans le terme, ses secondes. Fait qu'il fallait qu'on attire l'animal de façon spécifique là, pour l'aider à faire ses sauts. Puis au premier saut, quand on a lâché le taureau, le premier saut, tout le monde, je pense, qui était sceptique, la gueule nous a tombé à terre. Là, c'était comme « wow ». C'était quelque chose. C'était vraiment spectaculaire. Puis on a fait « OK, je me rappelle, j'étais là, il est sérieux, le petit gars. Là, c'est pas n'importe quoi. Là, c'était vraiment génial à regarder. Puis spectaculaire, dangereux. » La foule à Saint-Tite a réagi tout de suite. Ah oui, les premières années ont été... des frissons à en parler. Là. Fait que c'était nos premières expériences. Puis de là, s'est déroulé une belle amitié, puis une belle complicité, puis même jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai été pratiqué avec dernièrement là, pour se tenir un peu, pour se dérouiller, pour que lui se dérouille. Fait qu'on était l'aider un peu à pratiquer. Puis ça a été le début d'une belle histoire pour lui aussi. Là. Il a été loin avec ça. Là. Très belle histoire. Écoute, ce gars-là, il démontre une persévérance incroyable. Je pense, parti du fin loin de la France, descendre ici au Canada, au Québec, commence à faire les performances, pousse sa bosse pour se faire engager jusqu'aux États-Unis, il va travailler aux États-Unis. Et écoute, il a réussi à dérouler sa carrière en si peu de temps jusqu'à performer comme Contract Act au NFR, la plus grosse finale. National Final Rodeo. Fait que je veux dire, écoute, j'y lève mon chapeau, là, c'est un exploit... chapeau, puis c'était vraiment un athlète, c'est un gymnaste incroyable, puis en même temps, c'est ça. Je suis vraiment content de pouvoir l'appeler mon ami aussi. Ben ouais. As-tu déjà essayé sauter des bœufs? J'ai déjà essayé de sauter, pas comme lui, j'ai déjà essayé de sauter des bœufs, mais je vous dirais que dans ma carrière, c'est pas ma force. Sauter, c'est avec tes problèmes de genoux récurrents, c'est pas... Ben, je veux dire, quand j'essayais, j'avais pas des problèmes de genoux. Puis j'ai pas, pour remettre ça clair, j'ai pas de problème de genoux. Je me suis fait opérer dans un genou, fait qu'il faut vraiment le protéger. Parce que oui, il m'est arrivé un accident, puis que j'ai fallu me refaire reconstruire un genou avec un rodéo. Mais je veux dire, après ma reconstruction, puis après tout le cheminement de réadaptation, là, je suis A1. C'est juste que là, aujourd'hui, je fais attention parce que
parce qu'on ne rajeunit pas non plus. Là. Mais non, je ne suis pas un sauteur comme lui, moi. Puis à cette heure, je me risque un peu moins parce que ça finit assez tout le temps d'une mauvaise façon. OK. Parle-moi ensuite IFR. On a parlé NFR qui est National Final Rodeo. Il y a les IFR qui sont International Finals Rodeo à Oklahoma City. Est-ce que c'est le point culminant de ta carrière au sens de ce que tu peux viser comme finale de rodéo? Ben, c'est sûr que les IFR sont plus... tu peux les atteindre plus facilement. Moi, j'ai vraiment une mentalité de... C'est des choix qu'on fait dans la vie. J'ai une détermination quand je veux faire de quoi que, je veux dire, si je te dis que si je suis déterminé à aller décrocher à la Lune, je vais aller décrocher à la Lune. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais le faire. La passion. Je suis comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, dans une certaine carrière, on parle, mettons, des National Final Rodeo, mais on est quand même résident au Québec, tu sais, je veux dire, puis c'est des choix. Moi, j'ai choisi de rester ici, de continuer à vivre ici. Je veux dire, je dis pas que ça serait pas atteignable. Il aurait fallu déménager, il aurait fallu comme ça, tu sais, changer un peu de mode de vie, aller parce que ici, des shows de la PRCA, il y en a pas. C'est pas. Fait qu'il aurait vraiment fallu voyager pour se qualifier au NFR. Au NFR, exactement. Mais les IFR étaient un de nos circuits. Les IFR est la finale du circuit de l'IPRA. L'IPRA étant qu'est-ce que nos rodéos sont sanctionnés ici au Québec. C'est un peu plus sur le East Coast aussi, généralement. Atteignable. C'est notre gros circuit qu'on a pas mal dans l'Amérique du Nord, mais tu sais, dans l'Est du Canada, c'est exactement. C'est notre gros circuit. Fait que oui, ça c'était atteignable. Puis j'ai très fier, encore une fois, d'avoir réussi à atteindre ces finales-là. Tu l'as fait combien d'années? J'ai fait les IFR 4 fois, à 4 reprises. Ah oui? À 4 reprises. Oui. En tant que... Parce que fait spécial, les IFR, ils se fêtent à deux bullfighters avec un alternate, oui. Ils vont voter pour 3 bullfighters. Les 2 premiers vont être les bullfighters que j'appelle dans mon jargon in, les 2 bullfighters qui vont travailler les IFR, puis il y a tout le temps un bullfighter alternate, qu'il a été voté, qu'il y a quand même un certain prestige d'être bullfighter alternate, mais tu es sur les lignes de côté, puis tu es là au cas qu'on ait besoin. As-tu été in les 4 fois? Non, j'ai été in 3 fois sur 4. Il y a une année que j'étais alternate. OK. La première fois ou? Non, j'essaie de me souvenir, mais je crois que j'essaie de voir les manteaux. Je crois que c'est... C'est-tu la deuxième année? Parce que me semble les 2 dernières... J'étais alternate ma 4e année. Ah oui? Il me semble les 3 années. C'est pas 4 années de suite, là, moi. Là. Mais... C'est IFR 40, IFR 48. OK. IFR 47. 3 puis 1, ouais. En tout cas, il faudrait Mais non, c'est ça. J'étais 3 fois in, une fois alternate. C'est comment les IFR? Est-ce que ça peut ressembler à Saint-Tite ou bien qu'étant big, c'est pas... Ben, c'est une grosse finale. C'est une grosse finale à Oklahoma, justement, dans des gros buildings. C'est vraiment prestigieux de pouvoir se qualifier à y aller. Mais pour être en toute honnêteté, je suis pas capable de comparer ça à Saint-Tite, côté ambiance, côté... Saint-Tite, il y a vraiment un cachet... tu sais, les Québécois, ici, comme au Québec, on est capable de mettre de l'ambiance des estrades, sont fans de Saint-Tite. Saint-Tite, il y a vraiment de quoi. Puis tout le monde, puis même le monde qui vient de l'extérieur, qui vient de Saint-Tite, sont capables d'avoir le même discours. Là. Faut que tu viennes le voir pour le croire. C'est un spectacle qui dégage quelque chose que c'est juste wow. Là. Fait que c'est pas... Non, je pense pas qu'il est comparable, mais c'est une finale qui est comme très agréable et prestigieux à aller travailler. Cool, ça. Avant de continuer, j'aimerais ça remercier le bar Le Rebelle à Saint-Perpétue qui nous laisse enregistrer dans son bar, le super environnement et tout. Merci beaucoup. Pendant qu'on est dans les supporters, les commanditaires, veux-tu me parler de tes commanditaires à toi? J'ai vu ta casquette, entre autres. Oui, ben j'ai cette année encore, même malgré la saison qui est très difficile, on a encore
des commanditaires qui nous encouragent, qui nous aident, qui nous suivent, puis en même temps, si on peut en profiter pour les remercier. Fait que moi, j'aimerais bien ça remercier Ranch Brand pour les produits Ranch Brand, puis la boutique Ekes Mimi, qui nous encourage, qui nous aide, qui boutique Ekes Mimi, c'est à Québec? De Québec, oui, exactement. Okay. Ranch Brand, est-ce qu'ils vendent dans les magasins ou c'est plus... Ils vendent dans les magasins, dans certaines boutiques. Sinon, ils ont leur site internet, là, ranchbrand.ca. OK. C'est relativement nouveau, Ranch Brand, hein? Oui, c'est un produit québécois. Puis en même temps, puis la boutique aussi. Je veux dire, puis quel meilleur temps pour encourager nos produits du Québec. Fait que puis là, le temps des fêtes arrive. Fait que si vous avez si vous vous questionnez pour des cadeaux de Noël, là, vous avez des idées. J'ai vu, ils ont mis sur Internet le code d'hiver puis tout. Si je venais pas d'en acheter un, ça m'aurait tenté. Puis un super de manteau. J'ai eu la chance de l'essayer. Puis super de manteau. As-tu d'autres commanditaires pour ça? Pour cette année, je veux dire, c'est dur, là, vu que la saison a été un peu nulle. Fait que c'est sûr que là, les commanditaires, les commerces ont de la misère. Fait que il y a ces deux-là qui m'ont suivi et qui ont quand même continué à... Les autres années, ou généralement, as-tu d'autres... ça arrive que j'en ai d'autres. Là. J'ai Groupe Sûreté, que cette année, ça a été un peu tranquille, mais sinon, une belle compagnie de gardiens de sécurité, puis de paramédics, puis toute l'équipe. Fait que juste si vous voulez aller voir c'est quoi Groupe Sûreté, mais sinon, pour l'instant, c'est eux pour cette année, en espérant peut-être que les prochaines années ou la suite dans le futur, on va en avoir d'autres. On te le souhaite. D'accord. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus. Généralement, j'essaie de pas trop parler du COVID dans mes podcasts. Pour toi, en tant que personne, en tant que bullfighter, la fin de la XBF, ensuite le COVID, t'es retombé célibataire dans la dernière année, etc. Ça a été beaucoup de remises en question dans la dernière année, je pense, right? Oui, tout est arrivé en même temps. Puis je veux dire, c'est des choses, il y a des événements de la vie qui sont pas faciles, puis qui des fois, c'est ça, il y a des questionnements qui ressortent, puis moi, c'est ça. Dernièrement, c'est arrivé avec tout, avec le COVID, avec la nouvelle vie, avec toutes ces choses-là. Mais Pour un gars qui se définit complètement par le sport qu'il pratique, puis que tu peux plus pantoute pratiquer ce sport, ça a dû être dur, j'imagine. Oui, exactement. C'est comme comment je pourrais expliquer ça? Il y a beaucoup de monde qui vont parler des... C'est pas mon cas à moi, là, mais je veux dire, j'ai entendu parler, mettons, qu'on parle des dépressions post-sportifs, athlètes, quand ils mettent une retraite, s'ils n'ont rien à quoi s'accrocher, des fois, ça vient dur. C'est pas exactement ça, là. Moi, je suis encore toute là, puis je veux performer encore très longtemps. Mais, tu sais, toute ma vie, ça vient se rejoindre un peu. Toute ma vie, j'ai été... je me suis tout le temps accroché au rodéo, j'ai tout le temps performé en étant le bullfighter, en voyageant, tout le temps en ayant des buts. Moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de buts, j'ai besoin de projets pour avancer, puis c'est qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie. Puis là, avec tous les événements qui arrivaient, puis avec la COVID qui venait de tout annuler nos événements, là, c'est sûr que tu as des remises en question. Là. Pour la première année dans toutes les années de ma carrière, là, j'étais en train de vivre en étant comme Dominique Roy normal et non Dominique Roy le bullfighter. Fait que là, on dirait que tant que ça t'arrive pas, tu le remarques pas. Puis là, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose non plus. Là. Je veux dire, on apprend, on chemine dans tous ces événements-là. Puis en tout cas, moi, je trouve que ça m'a beaucoup changé. Mais ça m'a beaucoup changé, je crois, pour le mieux. Là, j'ai appris des choses de la vie, j'ai regretté des choses, puis en même temps, ça te fait cheminer. Ça donne un certain pas de recul. L'être humain chemine dans des moments malheureux, puis souvent, il va cheminer pour le mieux, il va apprendre. Puis c'est qu'est-ce qui m'est arrivé dans les dernières années. Puis j'en suis content. Malgré que c'était dur, malgré que c'était des sentiments qui ont suivi ça, malgré toutes ces affaires-là, je suis quand même content que ça soit arrivé. Il faut prendre le positif de la chose parce que justement, ça m'a changé pour bien des points, bien des valeurs que j'avais peut-être perdues en cours de route. OK. Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je savais que tu serais pas content que je te le demande. Tu avais publié cet extrait-là. Je peux-tu te demander de le lire à la caméra, puis qu'on continue à en parler un petit peu plus? C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. Je te lis ici.
Mais ça, je veux dire, pour la mise en contexte, Ouais. là, c'est un extrait que j'avais publié en début de la COVID. 16 avril. 16 avril, ouais, en début de la COVID, quand tous nos événements ils étaient en train de se canceller. Puis justement, c'est des remises en question. Puis je me suis retrouvé, chez nous. J'avais été faire des commissions, je me souviens pas. Je me suis retrouvé chez nous tout seul. Puis là, ils venaient d'annoncer que le Festival Western était cancellé. On Puis savait pas comment réagir par rapport à ça. Exactement, c'était comme notre dernier espoir. Malgré que je le savais déjà, je veux dire, j'avais eu les hints qu'on n'aurait rien eu. On dirait que c'est venu justement me chercher un paquet de questionnements sur le moment présent. Puis je suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui j'écris pas. C'est pour ça que... Mais j'avais vraiment... C'est pour ça que le titre, là, le post que j'avais fait, je l'avais appelé « Confession d'un bullfighter ». On dirait que j'avais besoin de parler. J'avais besoin de m'exprimer sur les questionnements que j'avais qui ressortaient malgré avec tout ce qui arrivait. Puis j'ai écrit un post. Je me suis assis à ma table, je me suis fait un café, puis 3 pages de feuilles lignées à écrire, puis à corriger, puis à peaufiner. Puis tu vois que c'est un post qui venait, en tout cas, je l'ai fait lire à certaines personnes, puis ça venait profond. C'était quelque chose d'intéressant parce que c'était pas quelque chose d'inventé, ça venait de vrais sentiments. Moi, ça m'a surpris quand tu l'as posté. Ouais, je suis pas, c'est pas mon type de laisser mes sentiments sortir souvent, puis tout le kit. Là, j'ai un peu ce défaut-là. Mais puis j'ai décidé de le poster, de le publier, parce que je trouvais que au bout de la ligne, c'était beau, puis que ça pouvait peut-être venir rejoindre un paquet d'autres personnes dans d'autres domaines, ou même dans notre domaine. Puis j'ai tellement eu une dose d'amour qui a suivi ça, puis de réponses, puis le monde qui venait, qui lisait ça, puis qui se retrouvait, qui se retrouvait dans... partage. Fait que là, tu veux, je te le lis. Ouais, tu vas me lire ça. C'est long, là, tu sais. Ouais, mais vas-y. C'est long. OK. Confession d'un bullfighter. Ah, la vie. Cette fameuse vie qui nous amène à vivre tellement d'émotions. Chaque jour qui passe est un nouveau chapitre en soi qui nous permet de découvrir de nouvelles choses, de vivre différentes situations et qui nécessairement nous font réfléchir et penser à ce célèbre dicton « Rien n'arrive jamais pour rien ». Comme vous le savez, pour certains, 2019 fut pour moi une année particulière, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Étant tête d'affiche du Festival Western de Saint-Tite, j'ai eu la chance de vous exprimer comme... Oh boy. Comment 2019 avait été... OK, excusez. Ton iPad, c'est écrit petit. Ah, mais là... Comment vous exprimer? Non, ça va. Ça marche pas. Fuck, pas rien. Comment 2019 avait été une année de changement pour moi? Cette vidéo montrait l'envers du décor de la vie d'un bullfighter, ainsi qu'une blessure qui aurait pu mettre fin à ma carrière, ma passion. Une blessure suivie d'une opération de cette importance au genou, souvent ça ne pardonne pas et ma carrière est en péril. Par contre, notre perception face à une situation est souvent ce qui nous fera avancer ou reculer. J'ai décidé de prendre cette situation malheureuse et de la transformer en un cheminement positif. Encore une fois, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, je suis fier du parcours accompli et de croire encore plus en ce fameux dicton qui nous dit que rien n'arrive pour rien. Et que ce sont les moments difficiles qui nous permettent d'apprendre le plus. J'étais prêt et impatient pour la suite. 2020. Après un hiver d'entraînement et de préparation, le printemps arrive enfin et j'ai très hâte à la nouvelle saison. Malheureusement, ce printemps n'arrive pas seul. Le très inattendu COVID-19 fait son entrée dans nos vies. Au-delà de notre quotidien qui s'en trouve chamboulé, peu à peu, nous voyons tous les événements s'annuler un à la suite de l'autre en n'ayant aucun contrôle sur tout ça. C'est dur à croire et à accepter. Dû à sa date éloignée, le Festival Western Saint-Tite demeurait notre dernier espoir de pouvoir pratiquer notre passion cette année. Finalement, sans grande surprise, afin de protéger la grande famille que représente Saint-Tite, il annonce le report de la 53e édition en 2021. Bien qu'attendue, la décision officielle me rentre dedans, j'ai décidé de m'arrêter pour prendre le temps de faire une prise de conscience devant cette crise. Plusieurs questionnements font surface. La vie, à quoi tu joues? Qui je suis et quels sont mes intérêts à l'extérieur de nos rodéos? Est-il vrai qu'il n'arrive jamais rien pour rien? Quelle leçon devrais-je en tirer cette fois? Dans le cadre de mon métier de bullfighter, j'ai souvent mentionné aux nouveaux venus une phrase dite par la légende Rex Dunn. « A bull is a bull. He is only as bad as you make him. » Cette phrase est utilisée pour aider les bullfighters à ne pas se laisser intimider par un taureau, quel que soit son nom, sa réputation ou par des actions précédentes, car cela pourrait nous empêcher de réagir correctement et de faire notre travail de la meilleure façon possible. Voilà notre perception face à une situation. Notre année 2020 sera très différente et les décisions qui sont prises sont essentielles et comprenables. Mais maintenant, notre réaction face à cela nous appartient.
En m'arrêtant, j'ai réalisé que toute ma vie, j'ai roulé à 100 000 à l'heure, jonglant avec mon travail, les rodéos, les voyages à travers le monde, une maison à entretenir, le bétail de Extreme Bullfighter. Je me suis toujours promené en étant le Bullfighter de Saint-Tite, de Wild Time, de RQ ou de la PBR Canada. Cette année, c'est avec énormément de déception que je vais avoir la chance de vivre en étant Dominique. Je vais prendre du temps en famille, entre amis, à 2 mètres de distance évidemment. Prendre le temps de retrouver certaines valeurs qui se sont perdues au cours de route et plein de belles choses de la vie, car c'est l'attitude que j'ai décidé d'avoir face à cette crise. Sans aucun doute, je vais être plus que prêt pour la prochaine saison, que j'attends déjà avec impatience. Continuez à vous entraîner et garder la passion, la motivation, ce n'est que partie remise. Prenez le temps de tirer une leçon positive de tout ça. Ayez une bonne perception de tout ça pour avoir un avenir meilleur. De nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. J'ai décidé d'apprendre la valeur de tout au prix que ça coûte. D'un bullfighter en confinement qui avait besoin de s'exprimer. Hein, pour PTX, hein? Moi, Je peux même pas croire que j'ai écrit ça. c'est quelque chose. Je pouvais pas croire que tu l'avais écrit non plus. Je le lisais, je me rappelle, puis j'étais comme, oh, fuck. C'est un texte, c'est ça, que j'étais assez fier aujourd'hui de l'avoir écrit. Puis en plus que je me sortais de ma zone de confort, de prendre le temps d'écrire quelque chose. C'est sûr je l'ai corrigé, je l'ai peaufiné avant de le publier. Mais puis en même temps, c'est tellement le fun de pouvoir comme avoir rejoint un paquet de personnes qui vivaient peut-être les mêmes sentiments dans le monde du rodéo, ou que ce soit dans n'importe quel sport, face à la crise qu'on vivait. Mais je pense que c'est juste du positif qui est sorti de ça. Oui, puis tu le disais, on savait pas à ce moment-là comment... En fait, je le disais, on savait pas comment réagir à l'annulation de Saint-Tite, à quel point c'était vrai, puis tout. Tu sais, Saint-Tite, on l'attendait, puis c'était... Oui, exactement. Puis en même temps, moi, ça m'a permis justement, il fallait que j'exprime des émotions, des sentiments. Puis cette fois-là, je l'ai faite par l'entremise de l'écriture. Puis ça a bien été, je pense. Ça a sorti, en tout cas, vraiment génial. Je pense que je suis fier de ce petit texte-là. J'ai aimé cette quote-là cette année. C'est avec énormément de déception que je vais avoir la chance de vivre en étant Dominique. T'avais-tu lu ça quelque part? Non, ça venait... c'est sûr que le texte, je sortirais mes 3 feuilles lignées. Il n'est pas exact, il était peaufiné parce que justement, je voulais le publier, puis j'aime bien faire les choses. Puis, mais oui, c'est vraiment... Je veux dire, tout ce qui vient de là, malgré que ça a été peaufiné avec les meilleures façons, les meilleures synthèses, puis les meilleurs mots, je veux dire, c'est vraiment qu'est-ce que je pensais, puis ça reflète vraiment... les émotions que j'avais à ce temps-là qu'il fallait qu'ils sortent. Puis oui, c'est avec la déception parce que jamais j'aurais pris la décision moi-même de prendre une année sans faire moins de rodéo pour essayer de retrouver certaines valeurs. Mais la chance, malgré qu'on veut pas ça, malgré qu'on veut nos événements, malgré que je suis le premier à vouloir y aller, sans aucun contrôle, faisait que je vais avoir cette chance-là. Fait que moi, je pense que c'est bien dit. C'est avec regret que je vais avoir la chance de le faire. Fait que ça se dit très bien, je pense. On est 7 mois plus tard. Est-ce que tu as l'air d'un gars qui est content d'avoir fait le texte, puis d'un gars qui est content du résultat de cette remise en question-là? Qu'est-ce que Dominique a développé? Qu'est-ce que Dominique Roy a développé a compris sur Dominique pendant ce temps-là? C'est pas juste la COVID. Ce texte-là... sorti dans les cancellations puis tout le kit, mais je pense que depuis les 2 dernières années, je veux dire, moi, chaque journée qui avance, chaque lendemain est une meilleure journée. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même, j'ai trouvé un paquet d'affaires que je trouvais que, comme que je dis un peu dans le texte, des valeurs qu'on avait perdues, de faire, de certaines valeurs, de faire plus attention, d'être moins concentré sur peut-être son nombril parmi, comme... Parce que je vivais tout le temps en étant comme... Le bullfighter, je disais, j'étais tout le temps accroché à ça. La prochaine fin de semaine, un autre rodéo, on dirait que tu prends pas le temps de t'arrêter pour certaines autres choses de la vie. Puis là, quand il arrive des événements comme ça, c'est là que tu fais comme, oh, OK, cette année, on n'a pas de rodéo, là. Il n'y a pas de, je vais vivre en tant que bullfighter. Je suis qui, qu'est-ce que je fais? Je suis qui? C'est qui mon monde proche, ma famille, les valeurs, Puis il y a beaucoup d'autres événements dans ma vie plus personnelle qui ont fait aussi en sorte que ça m'a fait comme beaucoup... réfléchir, puis une remise en question. Puis mes amis proches, je pense, depuis un bout, ils le voient, là, le cheminement que ça fait. Puis souvent, c'est ça qu'on dit, là, je suis rendu le Dominique 2.0 depuis que toutes ces choses-là arrivent. Puis c'est là que je dis que l'être humain chemine dans des moments malheureux, dans des moments, mais justement, si tu chemines, c'est parce que tu avances à quelque chose. Puis je suis quand même assez fier
où est-ce que je m'en vais. Là. Ouais. Tu t'es réinventé comment? T'as remplacé le bullfighting par autre chose? Ou? Ben, tu sais, non, le bullfighting va tout le temps rester là. Mais je veux dire, il est pas là en ce moment. Ben, Qu'est-ce que tu fais? on a quand même performé un petit peu, là, je vais mettre ça. Tu sais, Ouais. on n'a pas eu zéro. J'ai eu la chance de performer. Mais côté hobby, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui s'apprend tout le temps des projets, Ouais. des hobbies. Là, dernièrement, j'ai déménagé, j'ai une nouvelle fermette. Fait en partant, ça me tient très occupé. OK. Rénovation, je vais monter ça, ma petite fermette privée à moi. Ouais. Puis en même temps, ben, j'ai fait l'acquisition je suis retourné à mes pas premier amour, mais à une passion, une activité, un passe-temps que j'avais déjà commencé il y a plusieurs années puis dans le temps. Fait que je me suis racheté un cheval puis j'ai commencé à performer et à pratiquer dans le roping pour m'amuser. J'ai du fun avec ça. J'entraîne le cheval puis c'est des fois que je joue au cowboy puis j'aime ça. Puis C'est ça. On le voit un peu plus sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, exact. Ben, on voit plus le Dominique Cowboy que le Dominique Bullfighter. Ben, on a le temps, puis là, c'est ça, on a le temps de le faire. Puis là, en étant pas de rodéo, je veux dire, ça nous permet de développer d'autres passions. Mais tu sais, j'enlève rien que le rodéo, puis je veux dire, le bullfighting va tout le temps rester ma passion numéro 1. Là. Je suis loin d'être prête puis de sentir que je vais décrocher de ça. Mais pourquoi pas introduire d'autres cordes à notre arc. Puis cool. Comme là, le roping, c'est tout le temps quelque chose que j'ai aimé. J'aime ça rider mon cheval, aller jouer au cowboy. Je veux dire, c'est tout intéressant. Puis je me suis lancé là-dedans. Là. C'est le fun. Un peu en finissant, quel projet, as-tu des projets qui suivent pour les prochaines années ou tu veux continuer sur la lancée que tu as en ce moment? Ben là, 2020 nous a mis un peu tout sur le hold. Je dis les prochaines années, mais quand COVID va être terminé, quand la vie normale va recommencer en termes de rodéo, etc., tu veux faire quoi? Ben moi, je suis prête. Aussitôt que ça recommence, que tout se remet en place, je refonce dans ma carrière de bullfighter all-in à 100%. Je vais continuer à m'en faire le plus possible. Je veux dire, puis peut-être encore à développer des nouveaux projets qu'il y a dans le monde du bullfighting. Chercher à travailler encore les plus gros événements, puis continuer les circuits qu'on faisait. En même temps, là, avec cette année que j'ai commencé à rider mon cheval, puis à cafroper un petit peu, puis tout le kit, je vais peut-être introduire ça aussi en même temps. Pourquoi pas, tu sais, comme jumeler les deux, puis ça se fait très bien. Exactement, c'est quelque chose qui se fait très bien. Fait que peut-être, on va voir où est-ce que je vais être rendu dans ce cheminement-là, puis dans cette pratique de cette nouvelle discipline-là rendue là. Mais, tu sais, je veux dire, pour l'instant, c'est toujours bullfighting all-in, là, à 100%. As-tu un rêve... En fait, on va y aller. La question, je la pose souvent, est en deux parties. Quel est ton rêve réalisable ou ton but réalisable dans les prochaines années ou à long terme? Et quel serait le rêve le plus... On peut commencer avec cela. Quel serait le rêve le plus fou qui serait... Même si ça n'a pas de bon sens d'être réalisable, ce serait quoi ton rêve le plus fou? Là, on parle toujours à l'entremise du bullfighting. Bullfighting, rodéo ou en tant que personne? Je m'avais déjà donné réalisable, je m'avais déjà donné un paquet de petits buts à atteindre. Okay. Puis j'ai été extrêmement chanceux que j'ai réussi à tous les atteindre. Ouais. Mais je veux dire, on ne s'arrête pas là quand on réussit à tous les atteindre. Fait qu'on continue. Mais réalisable, je veux dire, moi, je veux juste continuer à performer du mieux que je peux dans les plus gros rodéos, dans les plus gros circuits. Tant aussi longtemps que le physique, le mental, toute l'équipe va me le permettre. Okay. Ça, c'est ce qui est réalisable. J'aimerais ça, surtout avec mon cheval aussi, peut-être... un après-carrière. Pas un après-carrière, mais développer. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Fait que j'aimerais ça pouvoir développer cette discipline-là tant qu'à la pratiquer, puis peut-être amener à quelque chose. Mais ça, c'est quand même très technique. On va voir où est-ce que ça va aller. Mais sinon, non, juste être bien, être heureux, puis continuer à vivre de cette passion-là. Puis irréalisable, ben je veux dire, tous les autres circuits que j'ai pas pu réaliser, je veux dire, j'aimerais ça les faire, mais tu sais, ça sera pas... Puis c'est pas que c'est irréalisable, c'est que je fais des choix dans la vie que j'irai pas jusque-là parce que je choisis, c'est ça. Je choisis de rester au Québec, de pas déménager, Fait que non, faut juste être bien. Cool, ça.
Dominique, merci. Merci, c'était vraiment intéressant. Ça fait On te souhaite plaisir. bonne chance. Merci beaucoup. Merci, salut. Dreaming, Western thinking, colors flying, wildlife chasing, cowboy party, redneck crazy, rodeo lover, cowgirls crazier.